Au Énervé la Suite ce soir, on part à la campagne avec nos invités. Mais avant de commencer, un petit tour de table avec chacun et chacune pour caler les voix. Au studio 621, il y a David Comet. Vous êtes agriculteur, éleveur dans le Tarn, patron de la ferme auberge Cabaret et vous signez Les Folies Fermières aux éditions du Rocher. C'est ça ? C'est cela, oui. Très bien. Delphine Détry, vous êtes... Alors, Delphine Détry ou Delphine Détry ? Détry. Delphine Détry, vous êtes documentariste. Votre film Jeune bergère sortira en salle mercredi prochain. C'est bon ? Tout à fait. Bernard Olivier, vous êtes journaliste, écrivain, l'auteur de L'essence de la ville quitte la ville pour vivre de la terre aux éditions Artaud. C'est bon ? C'est bon. Très bien. Et enfin, Alexandre Mirmont, vous êtes maraîcher-restaurateur, ex-commercial et urbain, un des témoins du livre de Bernard Olivier. Ça vous va ? C'est ça. Parfait. La présentation, c'est nickel. C'est parti. Elles vous attendaient. Elles aiment bien les visites, hein ? Moi, un rendez-vous. Rendez-vous Bonsoir. Bonsoir. Nouveau. Ce soir. Ça commence souvent par un petit clin d'œil, hein, maintenant, oui. le Énervé la Suite. Hein. C'est l'idée de Marion Lelay. Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir, ça sent bon la campagne. Samedi prochain, ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris. Alors bien sûr, on va célébrer le monde agricole, alors même qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui arrêtent. L'agriculture peut-elle encore faire rêver ? Certains y croient en reprenant la ferme des parents et en se diversifiant. D'autres, originaires de la ville, prennent la route du monde rural pour se reconstruire une nouvelle vie et cultiver leurs champs. Un film, Jeune bergère et 2 livres, L'essence de la ville quitte la ville pour vivre de la terre et Les Folies Fermières racontent des parcours d'agriculteurs atypiques. Mais derrière ces expériences personnelles, est-ce qu'il se cacherait une véritable tendance ? L'avenir est-il dans le pré ? Je crois qu'on va arrêter avec cette histoire de pré parce que ça fait trop de pub pour une émission que j'adore. Retour à la télé ce soir avec Benoît Laganne qui est resté Retour à la attaché. terre. Oui, retour à la terre, oui. Oui, c'est vrai. J'en rêve, mais enfin bon. Retour à la terre ce soir avec Benoît Laganne qui est resté attaché à ses racines. C'est vrai. Et ça s'entend. C'est vrai. Le Énervé la Suite, c'est reparti. France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Benoît Laganne, sans accent, c'est possible ? Ah non, pas sans accent, je garde ma voix et puis c'est tout. Laurent, quand à force de fuir la campagne rappelle ses ouailles. On aurait pu intituler cette émission aussi comme ça. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, et notamment aussi à titre personnel. C'est parce que ça raconte pour moi une histoire intime de la France. Je trouve que c'est une histoire en fait intime de la France qui est en jeu à travers ce retour à la terre. Et qui explique peut-être aussi beaucoup de la crise qui oppose un peu bêtement et schématiquement Paris et ses campagnes, urbains et ruraux. En réalité, si je prends l'exemple de l'Occitanie que vous connaissez bien, David Comet, vous en venez, et une région dont je suis originaire, bien les paysans de la... voilà. À longueur d'émission. Les paysans de la génération de mes grands-parents, tout au long du XXe siècle, ont vécu en réalité 3 curieuses révolutions majeures. La première, c'est pour construire la France, on a fait comprendre à ces petits paysans que leur langue était un patois et qu'ils devaient donc l'oublier pour mieux entrer dans la République. La seconde, pour moderniser l'agriculture française, on a fait comprendre à ces petits paysans que leur technique apprise de génération en génération ne convenait plus, qu'il fallait tout changer pour entrer vraiment dans le monde moderne. Et puis la troisième, pour construire l'Europe, on a fait comprendre à ces petits paysans qu'il fallait rationaliser, mettre fin à leur polyculture pour être prêt à rivaliser dans la mondialisation. La moralité de tout ça, Laurent ? Allez-y, moi j'ai... Ces petits paysans ont perdu leur langue et leur savoir-faire et n'ont pas réussi à rivaliser dans la mondialisation, à l'exception de quelques très gros céréaliers. Et finalement, le message qu'on a transmis aux enfants de ces paysans, les baby-boomers, c'était passe ton chemin et ton bac et laisse tomber la terre. Aux enfants de ces baby-boomers, mais surtout tu vas pas faire de l'agriculture, tu vas pas gagner ta vie, tu vas perdre de l'argent, passe ton chemin. Et si en 2019, on faisait le chemin inverse ? David Comet, vous qui étiez fils d'agriculteur, mais prof de mécanique dans un lycée agricole, vous raccrochez finalement les wagons. Est-ce que vous êtes à contre-courant ou est-ce que vous avez l'impression d'être l'exemple d'un mouvement, d'une tendance de fond, du retour à la terre vraiment ? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on m'en a passé un concours parce que les concours, c'était pas trop dans mes habitudes. Moi, je faisais plutôt du concours de veau sous la mer, hein, un label rouge. Et j'ai passé le concours à la région, un concours des innovations, le concours coup de pouce. Et on a été élu start-up agricole de la région Occitanie, de par le fait qu'on ait un concept qui aujourd'hui se démarque totalement de ce qu'on peut penser des agriculteurs, alors soit avec la fourche dans les tables ou avec le tracteur dans les champs. Et le fait d'amener une certaine diversification à nos exploitations, déjà, ça nous permet de reprendre un peu de souffle.
souffle. Et l'objectif maintenant pour nous, dans notre cas, c'est d'arriver à totalement en vivre et pouvoir justement faire vivre ces belles campagnes. Donc il faut aller arriver jusqu'au cabaret que vous avez créé. Ah oui, alors là, bon, nous on allait un peu plus loin que Ça, oui, je peux vous le garantir. Vous êtes allé un peu plus loin, oui. un peu plus loin que la moyenne. Alors avant d'être un cabaret, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est une ferme C'est auberge. une ferme auberge. Qui oui. fait des soirées à thème. Et une ferme auberge, je le précise parce que j'ai eu le cas où des personnes venaient chez nous croyant pouvoir dormir parce que c'était une auberge, sauf que nous on n'a pas de quoi faire dormir. Voilà. Et la ferme auberge, c'est un repas avec plus de la moitié des produits qui sont issus de l'exploitation. Et c'est pour ça que déjà nous on met l'accent là-dessus, c'est que c'est le spectacle dans l'assiette. Et quand on dit spectacle dans l'assiette, et encore une fois où c'est qu'on a poussé un peu plus loin, c'est servi par les producteurs en personne. Et aujourd'hui, ça répond à une demande. La preuve, on a des personnes qui traversent la France pour venir nous voir. Bernard Olivier, ce que je décrivais, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que a vécu, est-ce que fait finalement David Comet, est-ce que c'est vraiment une tendance de fond quand même, parce que ça reste, on a l'impression que ça reste minoritaire, ce retour des urbains ou ces personnes qui ne faisaient plus de l'agriculture et qui reprennent des fermes. Lui, c'est un premier de cordée, mais il n'est pas tout seul. Il y a une véritable crise de l'agriculture dite conventionnelle. Et donc, un peu partout, j'ai eu l'occasion effectivement de participer ou d'observer un groupe de 38 citadins qui partaient, donc, qui n'avaient aucune connaissance a priori. Hein. Il y en avait deux qui étaient fils d'agriculteurs, mais l'une était comptable et l'autre était artiste. Donc, ils n'avaient absolument aucun héritage agricole, mais ils quittent parce qu'ils ne peuvent plus supporter la ville, parce que la vie derrière un écran leur devient insupportable, et parce qu'ils sont prêts à prendre tous les risques pour donc sortir de ce modèle. Donc c'est un exode rural à l'envers. Ce sont des gens qui effectivement disent voilà, je ne peux plus. Autrefois on disait tu vas pas aller au cul des vaches, tu vas travailler dans un bureau. Aujourd'hui les gens des bureaux disent je veux aller au cul des vaches ou je veux aller faire pousser des salades. Dans le film Jeune bergère, Delphine Détry, on va y revenir un peu longuement tout à l'heure, on suit les joies et les difficultés de la nouvelle vie rurale de Stéphanie Maubé en Normandie. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans sa reconversion? D'abord, qu'est-ce qu'elle faisait au départ? Alors, elle était graphiste. Elle travaillait dans le cinéma. Elle était assistante de production, assistante réalisatrice. Mais elle courait pour faire ses heures d'intermittente et ça n'avait pas beaucoup de sens pour elle. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est quelqu'un qui détestait la campagne. Elle se décrit comme vraiment, c'était la Parisienne pur sucre. Mais elle a gagné un week-end dans le Cotentin, manque de bol. Et il a fallu qu'elle y aille parce que son compagnon a dit si, on y va, même en plein mois de février. Et là, une espèce de révélation qui est passée, visuelle, je pense, mais qui est passée par le corps aussi. Et ils ont donné un coup de main à un éleveur pour rentrer ses moutons. Et elle s'est sentie bien. Et elle est retournée vérifier quand même. Elle s'est pas, jetée dans le grand bain comme ça. Mais voilà, ça a fait son chemin dans sa tête. Et puis un jour, elle est partie, elle a fait le lycée agricole et elle s'est installée. Alexandre Mirmont, vous, pour quelle raison vous avez fait ce retour à la terre? Vous étiez quoi au départ? Moi, j'étais manager dans un service commercial d'une grande entreprise d'envergure européenne. Et en fait, ce qui m'a fait revenir à la terre ou refaire cette connexion très forte à la terre, c'est l'attente très forte des populations urbaines aujourd'hui à accéder à une alimentation saine et bienfaisante pour leur santé et aussi pour leur environnement. Ah, d'accord. C'est dans ce cadre-là que vous êtes reparti. Absolument, absolument. Et c'est cette connexion-là, moi, que j'ai voulu faire ou refaire, puisque c'est des choses qui ont déjà existé dans le passé, mais qu'on a un peu oublié, nous urbains. Et alors vous êtes formé où? À la ferme de Sainte-Marthe. Parce que vous connaissez rien au départ. Tout à fait, oui. J'ai fait le stage à la ferme de Sainte-Marthe, qui est décrit dans le livre de Bernard Olivier. Ouais. Voilà. C'est situé dans le Loir-et-Cher, en Sologne. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ferme de Sainte-Marthe? La ferme de Sainte-Marthe était bien connue parce que elle faisait des semences. Et au moment où il y a eu la grande bagarre sur les semences paysannes, interdites, et où Monsanto s'était dit qu'il allait conquérir tout le marché et vendre des OGM à la tonne. Et donc il y a eu ce mouvement de gens qui ont dit on veut faire des semences paysannes. Et puis dans la foulée, ils ont fait de la formation. Au début, ils faisaient 10 nouveaux stagiaires par an. Actuellement, ils sont à plus de 100 et ils n'arrivent pas à éponger toute la demande. David Comet,
Un commentaire, je vous vois justement écouter ça et justement quand il était question des semences, je vous ai vu vous raidir. Mais les semences paysannes, je veux dire, c'est l'âme de la terre, c'est l'âme de l'humanité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, pourquoi elles appartiendraient plutôt à X qu'à Y, voilà, ça il faut arriver à le défendre et je pense que c'est un très bon exemple cette ferme qui a justement su bien le défendre. Parce que les lycées agricoles travaillent peu cette dimension-là. Elle le travaille. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que oui, automatiquement, il y a certains lobbies qui font que, voilà, ça peut facilement influencer à un moment donné des prises de décision. Delphine Détry, vous avez dit, Stéphanie Maubet a suivi 1 an dans un lycée agricole. Elle en est ressortie comment par rapport au travail qu'elle fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle regarde positivement sa formation? Bon, je crois qu'elle a eu des enseignants qui étaient intéressants, qui lui ont bien transmis les choses. Mais ce que je trouve intéressant chez les néo-paysans, c'est que je pense qu'ils s'affranchissent du dogme. Enfin, qu'ils veulent pas forcément rentrer dans le moule et le discours dominant, parce que ils ne sont pas issus du milieu agricole, ils se sentent pas tenus de porter sur les épaules ce que peut-être ont fait leurs parents. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle, c'est pas du tout un mode d'élevage intensif et elle a choisi quelque chose, c'est un retour à la nature pour elle aussi. Un retour, un nouveau contact, un contact à nouveau avec son propre corps et avec la nature. Votre métier vous pesait, Alexandre Mirmont, pour avoir changé aussi radicalement? Pas du tout. J'étais plutôt bien dans mon métier et bien dans l'entreprise. Une entreprise allemande. Une entreprise allemande, une entreprise avec des valeurs plutôt saines. J'y ai passé du bon temps. Vous gagnez bien votre vie? Plutôt, oui. Mais c'est un sens en fait qu'on donne à son existence quand on fait ce type de choix. Et en fait, ça s'impose à vous et ça devient plus fort que vous. Et alors aujourd'hui, vous faites quoi exactement? Alors aujourd'hui, je propose un système de restauration pour les gens qui sont dans l'entreprise et qui fait le lien entre le paysan et le travailleur de l'entreprise. C'est-à-dire que je me fournis auprès des paysans qui directement, qui pratiquent le maraîchage biologique et naturel. Je prépare de la nourriture saine et équilibrée avec ces produits-là que je distribue auprès des travailleurs des entreprises. Alors vous ne veniez pas du tout du milieu agricole. David Comet, quand vous étiez enseignant en lycée agricole, parce qu'avant de reprendre la ferme de vos parents, vous étiez professeur de mécanique dans un lycée agricole. Quels étaient les profils des étudiants finalement? Est-ce que c'était, quand vous étiez prof, encore et éternellement les fils d'agriculteurs qu'on somme de reprendre la ferme du père ou du grand-père? Oui, il y avait beaucoup de fils d'agriculteurs, ça restait quand même une majorité, hein, mais on devait être à peu près entre 10 et 15% de ce qu'on appelle hors cadre, c'est-à-dire des jeunes qui souhaitaient rentrer dans le métier d'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, s'installer agriculteur, faut quand même... si on en suit un petit peu les logiques qu'on voudrait nous imposer, j'ai envie de dire, ça reste vraiment un cadre très très fermé. Il y en a certains qui vous parlent de privilèges. On peut pas s'installer agriculteur si vos parents n'ont pas un minimum de foncier ou un minimum de matériel, parce que c'est quand même... Et aujourd'hui, force est de constater que les hors cadres familiales, même en partant de pas grand chose, eh bien ils y arrivent. Ah ouais. Et oui, ils y arrivent, c'est ça la question. Ils y arrivent, et pour la simple et bonne raison que moi, à mon avis, ils ont compris ce qu'attendaient les consommateurs des agriculteurs. Voilà. C'est uniquement en répondant à cette question qu'ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. France Inter. Elles vous attendaient. Elles aiment bien les visites, hein. Mon ex-mari, il était vraiment très parisien. Il avait fantasmé une vie de gentleman farmer. Une vie où les moutons ne font pas caca, sentent pas mauvais, ne meurent pas, voilà. Le nouveau rendez-vous. Et donc du coup notre couple il a pas tenu. Mais il continue à venir tous les mois, il vient s'incruster en week-end chez moi avec mon nouveau mec. Parce qu'il dit ah la campagne ça fait du bien quand même. Ouais. Laurent Goumard. C'est très joyeux tout ça. Bah oui. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, au moment où les agriculteurs s'apprêtent à monter à Paris, eh bien on a fait le choix inverse au NRV, parler des urbains, des Parisiens aussi, qui ont décidé de retourner à la terre, comme on vient de l'entendre à l'instant dans ce montage d'extrait du film Jeune bergère, qui sortira en salle la semaine prochaine, mercredi prochain. Il est signé Delphine Détry, qui est ici présente. À ses côtés, le journaliste écrivain Bernard Olivier, le maraîcheur restaurateur Alexandre Mirmont et l'agriculteur David Comet. C'est beaucoup plus compliqué que ça pour vous présenter d'ailleurs. Delphine Détry, juste un mot, on entend
entendait à l'instant donc des échos de ce film Jeune bergère. Vous dites que l'envie de faire ce film sur cette femme qui est donc partie s'installer dans le Cotentin s'est imposée comme une évidence. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter du monde agricole à travers ce portrait atypique de néo-paysanne en fait? Alors, je voyais avant tout l'histoire d'une femme en quête de liberté. Et je me suis dit aussi que cette femme, elle pouvait toucher des gens même qui seraient pas du tout dans l'agriculture. Donc c'était ça. Je voyais un peu un effet miroir. Moi, avec ce film, j'avais envie de travailler comme j'avais envie, enfin en étant libre. Et je voyais cette femme se battre pour être aussi libre dans son métier. Donc c'était ça. Et c'était tout à l'heure, Alexandre a dit le mot sens, le sens du travail. Jeune bergère, c'est aussi un film sur le sens du travail. Stéphanie, elle a quitté un univers qui ne la nourrissait pas. L'univers du cinéma, du graphisme, ouais. Oui, mais encore une fois, elle courait un peu après les heures de travail. Et là, elle trouve du sens dans ce qu'elle fait et ça lui donne, comme elle le dit, un moteur très puissant qui lui fait aller au-delà des obstacles qu'elle peut rencontrer. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Parce que le titre, c'est Jeune bergère. Oui, jeune parce que c'est un métier nouveau pour elle. Donc, elle élève des moutons de présalé dans le Cotentin, dans un petit village qui s'appelle Saint-Germain-sur-Aie, donc c'est dans la Manche. Et donc, la particularité, c'est que ces prairies, elles sont recouvertes par la marée haute une fois par mois. Et donc voilà, il faut travailler en lien étroit avec la nature parce que l'agriculteur va travailler avec le calendrier des marées, retirer ses bêtes quand il le faut, les y remettre. Puis c'est un terrain dangereux pour les moutons, donc il y a des risques à gérer parce qu'ils peuvent s'enliser, être mangés par les renards, etc. Mais c'est un espace immense où on voit l'horizon, le ciel, où on entend la rumeur de la mer. C'est un espace magnifique. C'est ça qui l'a touché. Et ça a été facile de s'installer financièrement pour avoir le terrain? Alors, donc, comme la particularité des présalés, c'est que ça appartient à l'État. Donc, en fait, les éleveurs, ils payent une redevance. Je crois qu'elle m'a dit que c'était 300 € par an. Donc déjà, ça fait un pâturage qui est presque gratuit. Ensuite, ce que l'éleveur doit réussir quand même à acquérir, il lui faut quand même des terres, ce sont des parcelles de repli. C'est-à-dire, on va pas laisser les brebis les pattes dans l'eau. Donc, quand c'est pas la saison de les mettre en bergerie, on les met dans des petites prairies. Ça, il a quand même fallu qu'elle parvienne à en acheter. Elle a réussi petit à petit. C'est un type d'élevage, du coup, c'est moins lourd financièrement que de s'installer, par exemple, comme éleveur bovin. Donc, elle a quand même emprunté, puis elle a eu aussi une aide de l'État. Mais voilà, c'est quand même 45 000 € au départ, mais ça reste raisonnable, dans des proportions raisonnables. Et puis c'est très recherché. Bernard Olivier. Présalé à Pâques, on se bat. Ça se vend très bien. Ouais. Ça se vend très bien. David Comet, quand vous avez repris la ferme de vos parents, vous avez très vite décidé de vous diversifier parce que vous dites pour ne pas disparaître. C'est-à-dire qu'économiquement c'était compliqué. Il fallait forcément trouver des astuces pour pas rentrer dans un système. C'était surtout qu'il a fallu admettre la réalité. Moi, dans mon village, il y a 50 ans en arrière, 300 habitants, 200 vivent de l'agriculture. Aujourd'hui, 300 habitants, il reste 10 agriculteurs et je suis le seul éleveur. Donc, je me suis dit, ce qu'ont fait les autres, peut-être ça va pas marcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de faire comprendre à mes parents, malgré le fait que quand même c'était eux qui devaient plutôt m'enseigner l'agriculture que moi l'inverse, que peut-être il fallait se remettre en accord avec les consommateurs et plutôt écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à supprimer les premiers intermédiaires. Et c'est pour ça que tous les liens, vous avez le même lien en fait avec le produit et l'alimentation directement. C'est-à-dire que Ferme Auberge, dans le cas de Stéphanie, elle produit aussi sa propre conserverie. Elle vend en circuit court. Alexandre Mirmont, c'est exactement ce que vous faites finalement, relier directement le consommateur à l'agriculteur au fond. Juste une question par rapport justement à Jeune bergère, mais à vous Alexandre Mirmont. Vous avez été bien accepté dans ce milieu-là? Lequel milieu? Dans ce milieu que vous ne connaissiez pas. Le milieu de l'agriculture? Oui. Bon, vous avez une moustache Brigade du Tigre. J'imagine que ça aide. Ça, c'est pour les auditeurs, c'est pour vous situer. Oui, très bien accueilli dans le milieu de l'agriculture, oui. Parce que les gens qui pratiquent la culture qui pratiquent cette culture agricole, biologique, d'abord sont très bienveillants. Et ils apprécient beaucoup qu'on valorise leur métier et qu'on valorise leur travail. Et c'est le rôle modestement que j'ai choisi de faire. Mais pour Jeune bergère, ça s'est pas passé de la même façon. Jeune, belle, parisienne, mère célibataire, la femme à abattre pour les paysans. Pour certains. Ouais. Oui, non, là c'est compliqué. Dans les présalés, en plus, les moutons sont en pâturage collectif. Et les éleveurs se tirent dans les pattes. Stéphanie est très fair-play, mais c'est pas le cas de ses voisins, qui lui embarquent certaines fois des brebis. Quand chacun, voire des agneaux.
voire des agneaux. En fait, comme les troupeaux sont mélangés, donc chacun a sa couleur, ok. Ouais, quand même. Mais quand on rentre les troupeaux, les brebis sont pas toujours super disciplinées pour dire j'ai une peinture rouge, je suis les copines. Non, elles ont tendance à s'éparpiller. Et donc si les voisins ne rendent pas le lendemain les moutons qu'ils ont rentrés par inadvertance, on les revoit plus. Enfin, c'est ce qui arrive à Stéphanie. Donc oui, pour le coup, ce qu'elle vit, c'est ce que d'autres paysans vivent ailleurs, hein, d'autres néo-paysans vivent. C'est parfois très compliqué de se faire accepter. Je ne comprends pas. D'ailleurs, pour moi, il y a une part d'irrationnel dans le fait de dire qu'elle constituerait une menace. C'est juste, elle va rien leur voler. Enfin. Alors elle, c'est la femme à abattre, et vous étiez l'Indien du village, David Comet. Ouais, l'Indien du village. Le souci qu'il y a, c'est que oui, automatiquement, un fonctionnaire, directeur de lycée agricole qui démissionne pour reprendre une ferme, là, ils m'ont tous attendu au virage. Sauf que ce qu'il fallait qu'il constate, c'est que j'étais quand même le petit-fils d'un agriculteur on était implanté depuis 4 générations. Et si vous n'aviez pas été justement le petit-fils de cet agriculteur, ça se serait passé encore plus difficile. Oui, quand même. Très mal, ouais. Je pèse les mots parce qu'aujourd'hui, même en étant le petit-fils d'un agriculteur, ça s'est pas forcément très bien passé parce qu'automatiquement, on a été regardé de très loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crée une boucherie à la ferme, mais c'est n'importe quoi. Il y en a, c'est leur métier. Il va empiéter sur d'autres métiers, tout ça. Mais si aujourd'hui on n'aurait pas fait ça, il y aurait plus d'élevage dans la commune. Et maintenant, 10 ans après, ils sont obligés d'avaler la pilule parce que j'ai fait une réponse par les faits, par des preuves. Et concrètement, sur le terrain, ça marche. Ouais. Bernard Olivier. C'est ça le paradoxe, c'est que l'agriculture vit mal. Il y a donc un paysan qui se suicide tous les 2 jours. Et donc, plutôt que d'ouvrir les portes, il ferme les portes. Et donc, je pose une question à mon voisin. Est-ce qu'on enseigne la culture bio dans les écoles d'agriculture ? David Comet, réponse. J'ai trouvé un joker là ou pas? Non. Vous n'avez pas appelé Jean-Pierre ou un autre? Alors. Non, ça y rentre progressivement, mais très progressivement. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on pourrait faire le double, que ça ferait de mal à personne, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a une énorme demande les gens sont très inquiets sur la nourriture, hein, et donc l'agriculture conventionnelle vend du poison. Je veux dire, on a beaucoup parlé des glyphosates, mais il n'y a pas que le glyphosate, hein, donc on bouffe du pétrole du matin au soir. Donc il y a une très forte demande, mais en même temps, il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire que pour le moment, le bio représente 6% de la culture de la culture de ce qu'on vend dans les entreprises. Oui, David Comet. Très simple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui disait, je me rappelle pas la citation d'où elle est, mais plutôt que de souhaiter bon appétit aux gens, on ferait mieux de leur souhaiter bonne chance. C'est parfait. C'est Pierre Rabhi. Oui, c'est bien Pierre sûr, Rabhi. c'est Pierre Rabhi. Ouais. On va se retrouver dans quelques instants. On va rentrer dans un cabaret et dans une ferme et dans une auberge, mais tout ça, c'est la même chose. Bonjour. Tu veux un prospectus? Le nouveau rendez-vous, C'est une ferme auberge, un restaurant à la ferme qu'on a ouvert à côté de Lavaux. Et dans le menu, donc, c'est aujourd'hui, comme on est une ferme auberge, il y a plus de 51% des produits qui viennent de notre exploitation. Et en fait, ça nous permet de valoriser les produits de la ferme et de pouvoir vivre de l'élevage. Et donc, il y a le repas, le spectacle et la soirée dansante. Voilà. Et le fait d'avoir mis le spectacle sur scène, c'est ainsi qu'on est devenu le premier cabaret à la ferme de France. C'est inhabituel, mais pourquoi pas? Laurent Goumard, Est-ce que vous avez bien mangé? Voilà, écoutez, merci beaucoup. Bon spectacle et bonne digestion. sur France Inter. À tout à l'heure. Moi, ça me donne envie d'y aller. On y va? Allez. Allez. Le salon de l'agriculture démarre à Paris samedi. Nous, on est réactionnaires dans le vrai sens du terme. On a fait le choix de partir à l'envers, de parler des urbains qui ont décidé de retourner à la terre. On en parle ce soir avec Delphine Détry, cinéaste, le journaliste écrivain Bernard Olivier, Alexandre Mirmont, qui est maraîcher et restaurateur, et l'éleveur du spectacle, David Comet. Juste une question. Maraîcher et restaurateur, il fallait aussi se diversifier. Il fallait avoir cette double casquette pour pouvoir survivre. Alexandre Mirmont. Oui, c'est une façon de boucler la boucle. Tout à l'heure, on parlait de ces boulangers qui sont aussi qui cultivent aussi leur blé. On a parlé du bilan carbone de ça. Simplement, moi, le chiffre qui m'a fait basculer, c'est que aujourd'hui, l'industrie alimentaire a besoin de 14 calories d'énergie pour produire une seule calorie alimentaire. Ce qui est évidemment un bilan qui est catastrophique. Catastrophique, ouais. Voilà. Et on parle même pas de la qualité de cette fameuse calorie produite, puisqu'on parle aussi des calories vides qui n'apportent pas grand-chose en termes de nutriments pour les consommateurs.
Je Et, rappelle que vous étiez commercial avant dans une grande entreprise allemande d'envergure européenne. C'est ça. Et donc, évidemment, le circuit le plus court qui puisse se faire, c'est de cultiver le produit d'origine au même endroit qu'il est transformé. Voilà. Delphine Détry, c'est aussi donc ce que fait Stéphanie. Alors elle, Stéphanie Maubé dans le film. Dans le film, Jeune Stéphanie Maubé Bergère. dans Jeune Bergère. Donc non seulement bon, il y a les brebis, mais finalement elle se transforme légèrement en ferme pédagogique. Et puis elle a sa conserverie. C'était une obligation pour pouvoir arriver à la fin du mois avec un salaire correct. Oui, c'est clairement, Stéphanie, c'est sa créativité qui la sauve. Donc l'idée de se diversifier, j'ai l'impression que c'est quand même l'avenir. Donc Stéphanie, c'est vrai que les moutons, ce ne sont que 40% de ses revenus. Ouais, Ça fait pas beaucoup. Donc si elle n'était pas inventive, si elle ne faisait pas des tisanes en récoltant en partie des plantes locales, si elle n'accueillait pas des gens sur son exploitation, elle organise des concerts aussi parfois. Même des concerts à la ferme. Même Bientôt des le cabaret, elle va voler le concept de Des concerts à la ferme aussi. Des concerts, elle a une petite grange en bordure de Pré-Salé et l'été, des fois, elle fait des concerts, Ouais, et grillades, les merguez de brebis, tout ça. Et donc, oui, je pense que On va sans y aller ça, aussi. La diversion. On va quitter Paris, c'est pas possible, le Tour de France. On avait Denis et Gilbert, on va faire la même chose qu'elle avec Un vous. tiers des Oui, personnes Bernard que j'ai Olivier. un tiers des personnes que j'ai interrogées pour mon livre, effectivement, vont à l'agriculture et leur projet, c'est un projet mixte, c'est-à-dire produire et vendre, produire et transformer. Et donc, il y en a, je ne sais combien, j'ai pas refait le calcul, mais il y en a plus du tiers qui sont déjà installés, qui donc ont ouvert un restaurant ou se sont associés à un restaurant et qui donc et leur préoccupation, c'est effectivement de se nourrir et de nourrir les gens. Voilà, c'est très très généreux de leur part. C'est exactement la même chose que vous faites. Enfin, quand même, on les fait payer, les gens. C'est la générosité à un prix, monsieur Bernard Olivier. C'est ce que vous faites, David Comet, vous, avec votre ferme auberge cabaret. C'est-à-dire qu'il y a une troisième dimension. L'idée du cabaret, comment elle est arrivée pour cette ferme auberge? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est en zone rurale. Moi, dans mon village, il y a 300 habitants et que sur ces 300 habitants, en fait, les premières années, on a ouvert en ferme auberge, j'ai envie de dire traditionnelle, où c'est qu'on faisait ces repas avec plus de la moitié des produits issus de la ferme. De la ferme, On ouais. était ouvert 7 jours sur 7 parce qu'on s'est dit, au moins là, c'est sûr que les gens viendront. Et ben, en ouvrant 7 jours sur 7, on s'est aperçu, bilan des courses, qu'on faisait 15 à 20 couverts par semaine. Par rien. semaine. Et du coup, bilan première année, le comptable il vient nous voir, avertissement oral. Soit vous vous ressaisissez, soit on ne pourra pas continuer l'activité là. Les clients étaient les clients de... Les clients du marché, les voisins, on a Ouais. fait de la publicité partout, voilà. Alors, Et donc, malgré ça, ça n'a pas marché. Et du coup, eh bien, après, à ce moment-là, c'est là qu'est venue l'idée de commencer à créer un spectacle dans l'assiette, donc associer plusieurs producteurs sur le même combat, donc faire ce spectacle dans l'assiette. Donc moi, j'ai amené tout ce qui était viande charcuterie, un autre a amené le vin, un autre a amené de l'huile d'olive, un autre a amené du whisky tarné. Voilà, quand même, hein, il faut le dire, hein, Ouais. whisky tarné aussi. Et donc, ensemble, on a mis le spectacle dans l'assiette. Et une fois qu'on a eu ce spectacle dans l'assiette, les gens, petit à petit, commençaient à revenir. Et après, on s'est dit avec les copains, eh bien, puisqu'à avoir le spectacle dans l'assiette, pourquoi ne pas l'avoir aussi dans un coin de la salle? Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel au club de country du coin, qui étaient nos premiers artistes. Voilà, et j'ai pas honte de le dire. pourquoi? Et voilà, non mais voilà. Ouais. Et du coup, ils sont venus, ils ont fait un petit spectacle de country. Après, on a eu un petit peu de la zumba, on a eu des sosies, on a eu le sosie de Claude François qui est venu. Et alors, Claude François à la ferme, vous imaginez, là, ça pète, quoi. Là, de suite, la salle, elle se remplit, quoi. Et automatiquement, vu qu'on a mixé, j'ai envie de dire, le plaisir, les plaisirs gustatifs et le plaisir visuel, ça a été une formule qui fonctionne. 15 couverts, donc, au départ, pendant une semaine. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, on fait entre 75 et 80 couverts semaine, à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Voilà. pas mal. parce Mais que- ça montre que on est revenu et on est en communion avec les consommateurs. On répond à un besoin. Et c'est d'ailleurs Bernard une des Olivier. particularités des gens qui ouvrent, c'est que ce phénomène des citadins qui vont à la campagne, ils amènent aussi de la culture. Ils quittent la ville, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à tout ce que la ville peut leur apporter, c'est-à-dire de la culture, de la rencontre, etc. Et donc, ce mouvement-là, s'il s'amplifie, va changer la sociologie des campagnes. Mais comment on regarde ces profils-là du côté des chambres d'agriculture, Delphine Détry? Par exemple, Stéphanie Maubé, elle est perçue comment quand elle décide de se lancer dans la conserverie, d'organiser ses concerts? Stéphanie Maubé, donc, qui est Du donc film, l'héroïne de votre film, qui est un documentaire sur cette jeune Parisienne qui a quitté le cinéma et le graphisme pour ouvrir
Pour faire de l'élevage. Pour faire de l'élevage dans le Cotentin. Stéphanie, elle a plutôt des déboires avec l'administration, mais ça c'est lié à la réglementation aussi. Donc, et je l'ai filmée dans une période de sa vie où elle passe vraiment un cap, puisqu'au bout de 5 ans d'installation, elle doit prouver qu'elle peut se verser un SMIC et que son exploitation est rentable. Et c'est ça qui la pousse très fort vers la diversification, parce que sinon, elle aurait eu une partie de ses aides à rembourser. Donc elle est vraiment dans un moment critique que vivent d'autres agriculteurs. Elle a l'impression de se cogner la tête contre les murs parce que ces réglementations, oui, sont en partie absurdes. On lui dit on va fermer votre exploitation parce que les brebis se baladent, mais on peut pas clôturer les prés salés avec des barrières rigides. Donc vous vous faites verbaliser si vos brebis se baladent et si vous mettez des barrières en bois, vous vous faites verbaliser aussi. Donc de toute façon, elle n'était pas très bien perçue par ses voisins et pas non plus par l'administration. Alors ils lui ont accordé quand même un quota de brebis au moment de l'installation, mais tout en lui reprochant après d'être une installation trop petite, et puis en ne faisant pas non plus l'effort de régir, parce que c'est le Far West dans le sens où les éleveurs décident entre eux de l'attribution des quotas de brebis. Alors si un agriculteur ou un tout petit éleveur part à la retraite, allez, il laisse un quota de 25 brebis, l'administration ne dit pas Mademoiselle Maubé, on l'a fait s'installer, on veut qu'elle réussisse, on va lui filer 25 brebis, les autres en ont beaucoup plus. Non, c'est vous, organisez-vous entre vous, votez, et un mouton, une voix. Donc, celle qui a 300 brebis, elle se vote les quotas. Elle se vote les quotas. Voilà, c'est pour ça que c'est le Far West. On devrait réorganiser les élections comme ça. Hein. Les millionnaires ont 1 million de voix et les c'est ce qui arrive. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. David Comet, ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre? Oui, vous battez vous aussi contre. On se bat aussi parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, au pays, j'ai envie de dire, de l'innovation et des startups, comme certains le disent, on a du mal sur le terrain à rentrer dans les cases. Innover, on sait faire. Aujourd'hui, de par nos activités, on l'a tous prouvé. Il y a des solutions qui existent sur le terrain. Moi, par exemple, je donne un exemple assez sympathique. On m'a dit, écoutez, si vous faites trop d'animation, il va falloir passer un examen. Je dis, écoutez, s'il faut passer un examen, on passe un examen. Il fallait pas déplacer les 6 représentations, c'est-à-dire les 6 spectacles par an. Oui. Donc, du coup, on fait ce qu'on appelle une licence de spectacle. Donc, je vais voir la chambre d'agriculture. Et pour le coup, elle a dit, ok, elle m'a cofinancé cette formation parce qu'elle estimait que ça pouvait être nécessaire à mon exploitation parce que vu les résultats, on n'avait pas trop le choix non plus. Je passe cet examen, j'obtiens ma licence de spectacle. Et à ce moment-là, on me téléphone, j'avais le diplôme, voilà, c'était quasiment officiel, mais pour qu'il soit validé, il fallait que je rentre dans les cases. Mais j'ai dit, les cases, c'est quoi les cases? Et donc, une bonne dame m'appelle de Paris en me disant, écoutez, monsieur Comet, une ferme auberge qui fait des soirées à thème chez nous, au ministère de la Culture, ça n'existe pas. Bien sûr. J'ai dit, ça c'est vrai que c'est bête, ouais. Et elle me dit, le problème c'est que si vous rentrez pas dans les cases, je peux pas vous activer votre diplôme et vous pouvez pas faire les spectacles. Et j'ai dit, là, ça va être un peu plus compliqué, là, quand même. Et donc, du coup, ils m'ont dit, j'ai dit, donnez-moi, qu'est-ce que vous avez comme case? Alors, est-ce que vous êtes un opéra? J'ai dit, non, je suis pas un opéra. Est-ce que vous êtes un café théâtre? Non. Est-ce que vous êtes un auditorium? J'ai fait non. Et à la fin, elle a quand même réussi à me demander si j'étais le Zénith. Voilà, le Zénith à Garrigue dans un village de 300 habitants. Alors, maintenant j'en rigole, mais bon, sur le coup, alors après elle me dit on va vous mettre un restaurant spectacle. J'ai fait ça, c'est pas possible parce que moi je suis une ferme auberge et contrairement à un restaurant, on essaie quand même d'apporter autre chose dans l'assiette. Elle me dit écoutez, de toute façon, il va falloir que vous rentrez dans une case, celle qui s'y approprie le plus, c'est de la restauration et de l'animation, et c'est du cabaret. Donc au ministère de la Culture, vous êtes assimilé cabaret, point à la ligne. C'est parfait, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous, David Comet. Donc les folies bergères, mais non, les folies fermières. C'est un livre aussi, ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Delphine Détry, Jeune bergère, le film sortira en salle mercredi prochain. Alexandre Mirmont, on vous retrouve dans le livre de Bernard Olivier, L'essence de la vie. Il quitte la ville pour vivre de la terre. C'est paru aux éditions Artaud.